Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir à Scène de Presse. Les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont réunis cette semaine au Palais de l'Unité. Il a été question, entre autres, de réfléchir sur la meilleure approche, la meilleure coordination des activités. Face à la situation macroéconomique de l'Afrique centrale, il faut éviter une crise économique et financière au sein de la sous-région. Cette actualité préoccupante se détache de la bonne nouvelle venue de Marrakech au Maroc. En effet, à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards 2024, la Confédération africaine de football a décerné un prix spécial au président de la République pour son engagement et son implication à la promotion du football africain. Ces deux sujets structurent le cours de cette émission, une émission qui est animée par les invités sur le plateau. Je commence la présentation en vous disant qu'à ma gauche, au bout, j'ai Christian Tchabmi. Bonsoir Christian. Bonsoir Séverin. Bonsoir, et merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste, chef de service des sports, rédacteur en chef du quotidien Le Messager. C'est exact. Merci de m'avoir invité. Tout à côté de vous, David Melvin Eboutou, bonsoir. Bonsoir Séverin, toute ma sympathie à vos téléspectateurs et ma fraternité aux invités qui sont sur ce plateau. Merci de m'avoir convié sur ce panel. Docteur chercheur en histoire des relations internationales, spécialiste du panafricanisme à ma droite, il y a donc Léger Tiga, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Journaliste, auteur, directeur de rédaction du journal Essingan, joyeux Noël déjà. Merci, bonne fête par anticipation à tous vos téléspectateurs. Il y a à côté de vous Éric Lionel Loumou, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Conseiller stratégique pour le cabinet Orin Consulting. Merci d'être venu. Nous serons rejoints tout à l'heure par Joseph-Marie Lundou, journaliste économique, qui viendra certainement nous donner de bonnes idées sur le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenu à Yaoundé. Cela dit, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Total Énergie 2021, remet le Cameroun sous les feux des projecteurs. Comme vous avez dû l'entendre, lors des CAF Awards 2024 à Marrakech au Maroc, le lundi 16 décembre 2024, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a reçu le prix spécial de la CAF pour son implication dans la modernisation du football camerounais, la modernisation du football africain, disons-le. Cela à travers la construction des infrastructures sportives. Le prix a été remis à Philippe Mbarga Mboa, ministre chargé de mission à la présidence de la République, qui était le représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie. Je commence par vous, Christian. Quelle lecture faites-vous de cette distinction particulière? Bon, distinction particulière, mais moi, aucun ressenti particulier. Je demande, ça y est, un prix spécial, qu'on puisse le loger dans ce contexte précisément. Mais quand on parle de la contribution au développement, j'ai envie de demander si le chef de l'État est le seul qui l'ait fait, mais aussi de rester dans sa posture de celui qui accueille ce trophée spécial parmi bon nombre de chefs d'État qui ont vu leur terre accueillir les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football, en se demandant, c'est bien de recevoir un trophée comme celui-là, mais que sont devenues les infrastructures dont le plus symbolique, le plus représentatif, Olembe, a un temps soit peu porté son nom, qu'est devenu le stade Olembe, qui n'a jamais été achevé. Et vous vous rendez compte qu'on a disputé la phase finale de la Coupe de la CAN en 2022. Nous sommes aujourd'hui, on s'achemine déjà vers 2025 où le Maroc est le pays organisateur, et jusqu'à ce jour, le stade n'est pas achevé. Au-delà d'être un éléphant blanc, il y a tout ce qui tourne autour et tous les milliards que cette infrastructure a englouti. Et ne videz pas votre poche, Christian, hein, vous en aurez besoin tout à l'heure, il y a des arguments que vous aurez. Alors, je reviens vers vous, docteur Eboutou. Le président de la CAF, je le rappelais, estime que c'est la reconnaissance de ce que le président fait pour la promotion du football dans son pays. Le quotidien Le Jour l'écrit dans sa parution du mercredi 18 décembre. Elvis Noupoué, c'est un arbitre camerounais humilié par la FECAFOOT et récompensé par la CAF. Le Camerounais a été élu meilleur arbitre assistant lors des CAF Awards. Et parlant de la récompense du chef de l'État, est-ce que ce n'est pas l'occasion de le dire? Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Non, je crois qu'il ne faut pas mélanger les pédales.
je suis allé sur le site de la CAF, essayer de regarder les critères qui ont présidé à ce prix-là. Et je me suis rendu compte que la CAF voulait récompenser une forme de reconnaissance, l'implication institutionnelle concernant le domaine du football. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que la Confédération africaine de football, malgré les moyens qu'on lui prête, ne peut pas tout faire, ne peut pas développer le football dans tous les pays tels qu'on le voudrait. Et qu'on le veuille ou pas, d'un point de vue objectif, il y a qu'aujourd'hui au Cameroun, on a quand même une infrastructure sportive, et notamment footballistique, qui s'impose. J'ai fait le tour de beaucoup de pays africains. Le Cameroun aujourd'hui est envié sur le plan de l'infrastructure sportive et footballistique notamment. De ce point de vue-là, c'est pas un tort que de rappeler que le mérite revient à la première institution de ce pays qui a quand même investi, faisant même des jaloux à d'autres sports. Vous savez qu'on est dans un pays où on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur, mais on sait très bien au Cameroun qu'il y a un sport majeur, hein, et c'est le football. Et on a bien l'impression que c'est ce football-là qui grappille tout, qui en réalité rapporte souvent les lauriers, qui sont même souvent parfois récupérés par le politique chez nous et qui peut-être en retour trouve judicieux de lui faire le retour de la chandelle. Et quand on a donc regardé cela, on peut se dire que la CAF, la Confédération africaine de football, récompense aujourd'hui, voilà, une figure hégémonique au plan institutionnel qui s'investit quand même sur le champ de l'infrastructure footballistique. Parce qu'au Cameroun, il faut quand même se le dire et se le féliciter. Nous avons une infrastructure aujourd'hui qui est quand même étendue dans toutes les régions. Le Cameroun aujourd'hui est l'un des pays quand même qui peut offrir au monde des infrastructures sportives d'un certain niveau. Et quand on a écouté quelqu'un comme le ministre chargé de mission à la présidence qui est allé prendre ce prix-là, moi je me suis félicité de l'appel de pied qu'il a fait à la CAF en rappelant que, et c'est là où je rejoins Christian, pour dire que oui, c'est bien beau d'avoir cette infrastructure-là, mais aujourd'hui, il y a quand même un arrière-goût d'amertume quand vous passez par exemple à Japoma et que vous voyez ce que deviennent ces infrastructures-là qui ne sont pas toujours entretenues, dont la qualité ou alors le niveau n'est pas toujours suivi en termes d'entretien. Et il me semble que c'est à ce niveau le petit hic aujourd'hui, mais vraiment, je maintiens le fait qu'aujourd'hui, le Cameroun, qui a toujours traîné côté infrastructurel, aujourd'hui ne peut pas envier grand-chose à beaucoup de pays au niveau justement de la qualité de l'infrastructure qu'il offre aujourd'hui sur la scène sportive africaine. Et d'un autre côté, il y a la diplomatie sportive également. Vous savez, et j'ai commencé à le dire tantôt, que le président Biya a beaucoup mobilisé la diplomatie sportive quand même pour s'imposer, pour vendre l'image du Cameroun sur la scène internationale. Moi, je reviens d'un pays, d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez aux États-Unis, j'étais aux Émirats, et chaque fois où je passais, où on ne savait pas d'où je venais, je citais des noms des sportifs, Samuel Eto'o, pour rappeler d'où je venais, du Cameroun. Et à partir de là, j'y ai vu là, une contribution majeure dans ce qu'on peut appeler la diplomatie sportive. Et cette diplomatie sportive-là, qui a vendu au mieux l'image du Cameroun à l'international, est, qu'on le veuille ou pas, l'œuvre d'un homme qui s'est investi quand même à ce qu'aujourd'hui, le Cameroun s'impose à un certain niveau. Et je trouve honnêtement et objectivement que ce prix spécial revient à M. Biya qui a quand même investi dans le champ de l'infrastructure sportive dans notre pays. Alors je pose la question à Léger et puis à Lionel. Est-ce qu'on ne sort pas de l'autoflagellation? Ce n'est pas l'occasion que nous offre la CAF de sortir de l'autoflagellation, cette habitude que nous avons de nous blâmer nous-mêmes, parfois durement, d'être assez critiques, de nous réprimander nous-mêmes. On reconnaît quand même la valeur de ce prix. Oui, d'abord ce prix s'inscrit, je crois, dans la suite logique de ce que le président de la CAF avait déjà exprimé. Il avait exprimé pendant différentes sorties sa satisfaction par rapport à la qualité des infrastructures qui avaient été mises en place au Cameroun à la veille et pendant la CAN. Et chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il en a félicité le président de la République. Donc, ça préparait peut-être ce prix dans les coulisses. C'est aussi pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans notre pays. Le pays en attend, mais tout n'est pas mauvais. Pour répondre à votre question sur l'autoflagellation, c'est pour dire que tout n'est pas à refaire. Tout n'est pas
aussi mauvais, le tableau n'est pas aussi noir qu'on le peint souvent. Bien évidemment, il y a des attentes à nourrir. Il y a différents défis, c'est vrai, mais d'ailleurs, hors du Cameroun, beaucoup nous le reconnaissent. Ils reconnaissent qu'on a un pays, beaucoup ont de l'admiration pour ce pays. Peut-être le fait de vivre là tous les jours nous installe peut-être dans une grisaille. Et puis, nos conditions de vie multiformes font qu'on subisse et qu'on se dise que la situation, nous sommes au creux de la vague. Mais un prix comme celui-là et la reconnaissance à l'international qu'il charrie viennent nous rappeler qu'il y a un certain nombre de choses qui se font, bien que la demande sociale soit forte. Oui, surtout qu'il faut considérer que c'est une victoire diplomatique qu'on ne peut pas bouder. C'est-à-dire en ce moment où on a quand même besoin de faits d'armes pour pouvoir nous imposer sur la scène diplomatique africaine et où le président aussi a besoin de faits d'armes pour pouvoir confirmer ce qu'il est en tant que grand donateur au mouvement sportif, principalement le football. C'est une victoire qu'il ne faut pas bouder en tant que Camerounais et que le président non plus ne peut pas bouder. Parce que si on dit qualité des infrastructures, il ne faut pas seulement voir après. C'est-à-dire, ça veut dire que pendant la CAN, il y a quand même eu un déploiement et une qualité d'infrastructure qui a permis un logement de qualité des différentes délégations, qui a permis la sécurisation des différentes personnes qui étaient là, qui a permis à ce que la compétition, les différents matchs puissent se dérouler dans des conditions et des standards internationaux. Mais à côté de ça aussi, lorsque j'ai vu cette distinction, ça m'a fait sourire en coin. Parce que je me suis dit, ça tombe là après moult débats autour des scandales. Des scandales sur la construction des stades, la gestion des stades, est-ce que Olembe est fini, est-ce que c'est dégradé? Et je me dis quand même que c'est une belle réponse. Pour vous, c'est une caution de ces scandales alors? Non, ce n'est pas une caution, c'est une réponse en disant qu'il faut faire la différence entre le management quotidien et régulier des projets que nous avons au niveau local ou de l'entretien de nos infrastructures à la volonté politique du chef de l'État à vouloir donner au mouvement sportif et principalement au football un aura. Donc c'est une distinction très importante et ça permet aussi une bouffée d'air politique sur ce terrain-là. Depuis, j'attends que les uns et les autres qui avaient l'habitude d'interviewer ce sujet réagissent, notamment sur Olembe, mais j'entends pas trop de bruit par rapport à ça. Alors, le PRI vient affirmer l'engagement de Paul Biya à créer des conditions favorables pour le développement du football. On va reconnaître quand même que le stade Olembe, même s'il est dans l'état que vous avez décrit tout à l'heure, c'est 60 000 places au plein cœur de Yaoundé. Vous avez le complexe sportif de Japuma, c'est 50 000 places. Le stade Rumde Adja à Garoua, c'est 30 000 places. Le stade Kwekong à Bafoussam, c'est 20 000 places. Et il y a eu aussi des stades rénovés dans les différentes régions du pays. Mais l'invitation du ministre Philippe Bargamboa, qui disait lundi au président de la CAF et à celui de la FIFA que les stades sont toujours disponibles et peuvent accueillir de grands événements sportifs. Et je crois que je peux comprendre la préoccupation de Christian. Les stades sont là, oui, nous les avons, il faut se féliciter de la qualité des infrastructures, mais la question, c'est la gestion d'après. Je crois que l'intervention de Christian, ça va dans ce sens-là, sauf si... C'était dans ce non, sens. je ne vous aide pas, mais je fais cette lecture-là. Non, c'est pas du tout. Le lexique peut être beau aujourd'hui. Vous avez vu quand vous avez fait le premier tour de table, nous sommes unanimes sur le fait que le prix vient peut-être à point nommé. Au-delà de ce qu'on peut aiguillonner aujourd'hui sur les valeurs cardinales de la diplomatie sportive, dont le président, nul doute aujourd'hui, on ne va pas faire le procès sur ses compétences dans ce domaine. C'est peut-être important, mais il faut se questionner. Et lorsque vous parlez du stade d'Olembe, le stade d'Olembe, ce n'est pas le visage d'après Cannes. C'était le visage d'avant Cannes. C'est l'attribution de la Cannes qu'on vous convoquez, vous vous souvenez, 2014. On vous attribue une CAN en 2014, vous finissez au petit bonheur la chance après plusieurs tribulations, des tractations, des médiations, et encore une fois de plus, celle qui est la bienvenue, la diplomatie sportive, qu'on actionne et puis on vous attribue cette CAN. Il n'y a que le stade. Je prends celui d'Olembe parce que, vous savez, au quotidien, si vous faites une petite chronique de la construction de ce stade, à un moment donné, il avait été baptisé Stade Paul Biya. Mais le charismatique et le bien estimé fondateur ou créateur, celui qui devait emporter le patronyme,
à un moment donné, au regard de cette tribulation dont je suis en train de mentionner ici, c'est comme rétracté. On a demandé de parler du stade d'Olembe. Et même, tenez, tout à l'heure, Séverin, vous avez parlé du complexe de Japoma, mais j'attendais que vous disiez également le complexe sportif d'Olembe. On est quitté par une formule magique de complexe sportif à un stade qui n'est pas achevé. C'est ça, parce que le défi de la maintenance, c'est ce que plusieurs pays en Afrique ont fait. Vous avez vu le Gabon voisin. Et comment les rentabiliser donc? C'est difficile de rentabiliser des pareilles infrastructures lorsque on est tout le temps au cœur des crises permanentes et qu'on ne s'occupe pas vraiment des vrais sujets. Et pourquoi on s'est engagé alors qu'on savait? Il y a eu une étude quand même de faisabilité, la rentabilité. On ne sait pas. Est-ce qu'on n'a pas vu toutes ces choses-là? On aura des infrastructures, mais la gestion d'après sera difficile. Non. Lorsqu'on s'est engagé, j'ai la faiblesse quand même de croire que nous avons des très grands intellectuels qui pensent tout du début à la fin. Le projet a été maturé, mais peut-être il faut interroger les hommes. Parce que le problème que nous avons dans cette affaire, ce n'est pas un problème matériel, c'est un problème humain. Il y a tellement d'hommes, il y a tellement d'intérêts divergents qui font en sorte qu'on est tout le temps dans des crises. On est tout le temps dans des problèmes connexes de leadership et de pouvoir et qui empêchent qu'on se concentre sur les vrais problèmes. Aujourd'hui, on va demander qui doit entretenir des stades, comment on fait pour rentabiliser. Mais qui de la FECAFOOT, du MINCEP, de l'ONIES se pose ces questions? On ne se pose pas ces questions. On se pose des questions de savoir est-ce que c'est moi qui dois valider les statuts? On peut questions de savoir est-ce que c'est moi qui dois nommer le coach? Voilà les questions que les personnes se posent, qui sont parfois des problèmes de rente immédiate. Il faudrait qu'on trouve le moyen de dépasser ces conflits-là dans un premier temps et ramener maintenant le débat au développement du football. Le président de la République peut avoir une volonté politique. Mais s'il n'y a pas de lieutenant capable d'implémenter la volonté politique, ça restera uniquement au niveau des papiers. Et heureusement que le président de la République, on aura au-delà de ces personnes, il est capable d'avoir des prix, même quand ces personnes ne font pas leur travail. Mais je crois que l'ONIES a été pensé dans cet esprit-là pour assurer effectivement l'après. Comment maintenir ces stades-là à un certain niveau, comment leur donner une certaine vitalisation après les différentes échéances sportives. Mais il ne me semble pas, et c'est là où je rejoins le frère Loumou, il ne me semble pas que le travail qui devrait être fait par cette structure-là est effectivement réalisé comme on le voudrait. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces infrastructures de haute facture, futuristes, tombent dans un dépérissement qui quel est ce travail qui n'est pas fait? Mais le travail de maintenance, il a commencé à le dire, Christian. C'est le travail de maintenance. Je ne sais pas si vous êtes repassé ces derniers jours par Japoma. Moi, j'ai souvent eu la malchance que les bus qui m'amènent à Douala pour contourner un peu les embouteillages que vous connaissez passent par Japoma. Et donc, je jette à chaque fois un regard sur l'infrastructure, qui est pourtant quelque chose de beau quand vous venez à distance. Est-ce que la meilleure maintenance ne serait pas d'organiser régulièrement des compétitions bien entendu. Sur ces stades? Bien entendu. Je voulais embrayer par là. C'est pas seulement au niveau du Cameroun. Est-ce que c'est pas là le problème? Moi, je voulais embrayer par là pour dire qu'il faut donc une réelle politique d'accompagnement et de maintenance pour justement donner vie à ces infrastructures-là. Parce que vous savez, aujourd'hui, certainement, ces stades ont été construits pour le football. Mais vous savez très bien que dans des joyaux comme ceux-là, on ne retrouve pas seulement des activités de football. Il y a du handball et autres. Ce sont des infrastructures modulables. Et à côté, vous verrez même qu'il y a des spectacles. Des artistes qui jouent dans des stades. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une réelle politique d'accompagnement pour donner vie à ces infrastructures-là? C'est là toute la problématique. L'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, c'était peut-être bien pensé. Mais si la conception de l'ONIES vise plutôt à aller chercher des sous pour maintenir les mêmes infrastructures, ça devient difficile parce que là, je ne pense pas qu'en termes de fréquence, la régularité des compétitions, que ce soit à Japoma ou à Olembe, qui sont les deux grandes infrastructures que nous avons, puissent autant accueillir des compétitions qui puissent faire rentrer de l'argent dans la caisse. Diverses qui permet de faire rentrer les fonds. Tout à fait. Qui doit faciliter l'animation diverse. Si la maintenance, si l'ONIES n'a peut-être pas suffisamment de moyens ou d'outils pour le faire, il faut animer. Et qui doit animer? Qui doit permettre à ce que les infrastructures... C'est là où je voudrais ajouter un mot. Le vrai problème ici n'est pas l'ONIES. L'ONIES arrive pour régler une situation qui existe depuis des décennies. Quelle est la structure qui s'occupait de la gestion des infrastructures sportives et notamment de football au Cameroun? Elle n'existait pas. On avait des directeurs de stade qui dépendaient du ministère et autres. Mais aujourd'hui, on décide de mettre en place une structure
pour s'occuper, pour suivre. Maintenant, il faut une activité sportive permanente, il faut une animation permanente du football camerounais. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Parce que l'animation, ce n'est pas seulement d'organiser les compétitions. L'animation, c'est aussi d'organiser les compétitions qui peuvent avoir lieu dans ces aires de jeu. Et puis tout à l'heure, il évoquait les spectacles. Mais on a un pays qui est en panne de spectacles. Combien de spectacles, par exemple, culturels, sont organisés au Cameroun tout au long d'une année? C'est toutes ces activités-là qu'il faut susciter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en place des politiques publiques dans ces domaines-là qui permettent de générer des flux financiers. Et c'est peut-être pour cela que le ministre représentant du président de la République a interpellé l'autre jour le président de la CAF en lui exprimant le désir de voir organiser davantage de compétitions sur ces aires de jeu. Oui, mais parce que la CAF était derrière nous pour avoir des infrastructures. Oui, justement, c'est vrai parce que depuis quelque temps, on voit bien que certains pays viennent louer ces aires de jeu pour faire... Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de se remettre dans le contexte même de l'avènement de ces aires de jeu. Parce que on nous octroie l'organisation de la CAN. Mais revoyons le chemin qui a conduit à l'organisation de la CAN, au point de changer des dates. Ce n'était pas seulement parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes, mais c'est également parce que la CAF elle-même a changé, et les arbitres, et le système de jeu, et le chronogramme. Tout à fait. Et même la formule. Pendant que cette CAN se préparait, c'est quand même l'un des mérites du président de la République à obtenir éventuellement ce prix. C'est aussi parce que c'est nous qui avons essuyé les plâtres de la CAN à 24. Et je crois que c'est un mérite. Dans les conditions où ça s'est passé, je pense que la CAF se devait de reconnaître les efforts qui ont été effectués par le Cameroun et notamment par l'implication personnelle du président de la République qui a quand même reçu dans l'intervalle, je crois, 3 fois le président de la CAF pour s'assurer d'un certain nombre de choses et pour être en phase avec la CAF par rapport à l'organisation de la CAN qui arrivait parce que c'était la première fois qu'elle s'organisait à 24 équipes. Pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le prix spécial décerné au chef de l'État par la CAF est avant tout la reconnaissance de la justesse d'une vision, une vision d'ensemble de son Excellence Paul Biya relative à la promotion du sport, du football africain. Regardons le professeur Narcisse Mollet-Kombe. C'est sous la très haute impulsion du président Paul Biya que le Cameroun a capitalisé son image de grande nation du football connue et reconnue à travers le monde entier. Nous nous souvenons des exploits glorieux et victorieux à la Coupe du Monde FIFA de 1990 en Italie. Et simplement parce que le président Paul Biya a créé un cadre, le cadre idoine, et a mis en place un environnement qui soit favorable à l'épanouissement des talents, permettant aux Lions indomptables du football d'apparaître comme l'une des meilleures sélections nationales en Afrique et l'une des plus connues dans le monde. Une autre actualité qui a beaucoup intéressé la presse cette semaine, la réunion du ministre des Sports et de l'Éducation physique avec les responsables de clubs Elite One et Elite 2 au sujet de la gestion, au sujet d'une question essentielle, le mode de gestion et de répartition des subventions allouées par l'État au football professionnel. Selon Afrique Football, c'est un journal, les présidents de clubs ont unanimement exprimé leur volonté de voir les subventions de l'État versées directement dans leur compte bancaire sans passer par la Fédération camerounaise de football. Ils estiment que cette mesure garantirait une meilleure transparence et un accès plus rapide aux ressources financières. Christian, vous avez suivi cette actualité aussi? Oui, tout à fait. C'est bien de prendre cet extrait qui met en avant les présidents de clubs qui démontrent leur volonté affichée de ce que désormais, qu'on change de paradigme et que, comme cela se faisait avant, ce ne soit plus à la FECAFOOT qui reçoit la subvention, encore même que sur cette subvention, moi, depuis le départ, j'ai
j'ai refusé qu'un football qui se dit professionnel se plie à un tel spectacle qui se résonne beaucoup plus comme une espèce d'assistanat ou de bienveillance du gouvernement, plutôt qu'un football qui veut se développer et montre effectivement qu'ils ont des ambitions pour les clubs. Aujourd'hui, vous voyez que le cliché des présidents de clubs qui sont chez le ministre des Sports, à l'insu de la Fédération camerounaise de football qui en est l'instance fêtière, et les desiderata des clubs qui parlent business, qui parlent argent à ce moment donné, montrent effectivement que vous voyez qu'il y a comme une espèce de rupture entre les présidents de clubs qui disent avoir fini la saison dernière pratiquement sur des rotules, qui ne veulent plus effectivement de cette mainmise de la fédération qui n'assure pas une espèce de traçabilité. D'ailleurs que les vœux de bois vert et les cris d'orfraie de ces mêmes présidents autour de la subvention du sponsor, du montant que la Fédération camerounaise de football dévoile le montant de la subvention, leur dévoile le montant de la subvention à l'orée du championnat. Vous avez vu que plusieurs fois on a menacé de boycott. Je pense que tous ces éléments mis ensemble montrent effectivement que les présidents veulent désormais, passez-moi l'expression, dealer avec la tutelle, directement avec la tutelle, plutôt qu'avec l'organe technique à la Fédération camerounaise de football. Mais ce qui m'inquiète, et c'est le bémol que je mets là-dessus, c'est que ces mêmes présidents de clubs ont proclamé la mort de la Ligue de football professionnel. Aujourd'hui, qu'ils en soient à donner l'impression qu'ils vont trouver une espèce de protectorat chez le ministre des Sports et de l'Éducation physique, plutôt qu'à la Fédération camerounaise de football. Vous comprenez particulièrement aussi facilement que le verre est dans le fruit. C'est à craindre pour les espoirs placés sur le championnat qui s'est ouvert il y a pratiquement 2 semaines. Alors, en recevant directement ces subventions, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il y ait des problèmes de gouvernance? Parce qu'il faut le dire, avant tout, c'est des fonds publics. Il faut pouvoir justifier leur utilisation après. Donc, les problèmes de gouvernance par la suite, on n'en aura pas. Moi, je ne voudrais pas mettre de gants. Je voudrais pas mettre de gants pour dire de façon sentencieuse que ces présidents de clubs qui sont retrouvés chez le ministre des Sports ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas du tout sérieux parce que ce sont les mêmes que l'on a incriminés, notamment le président de la FECAFOOT, dans leur façon de gérer leur club. Il y a encore quelques temps, ce sont les mêmes qu'on a demandé d'apporter un certain nombre de justificatifs pour rentrer justement en phase et pour rentrer justement en possession des fonds qui leur ont été promis du côté de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, ce raccourci vise simplement à se soustraire de la petite discipline pour embrasser le champ du professionnalisme que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, apporte dans notre mouvement sportif aujourd'hui. Ces gens-là sont arrivés dans le football, pour la plupart, pour s'enrichir. Et le fait aujourd'hui de vouloir se soustraire à la discipline, au cahier de charge que leur impose le président de la Fédération camerounaise de football, montre simplement qu'ils ont d'autres intérêts quand ils arrivent dans le mouvement sportif et notamment dans le football. Qu'est-ce que ça leur coûte de faire des rapports systématiques comme le président de la FECAFOOT leur a demandé? Qu'est-ce que ça leur coûte de montrer les états de paiement de leurs joueurs comme le président de la FECAFOOT leur a demandé? Un certain nombre de dispositions minimales qui sont en fait des préalables pour parler d'un championnat professionnel, pour parler de professionnalisme comme ça se voit ailleurs. Aujourd'hui, ils courent, et les mêmes, on les a reconnus, les mêmes qui ont soutenu Samuel Eto'o hier dans le projet de football qu'il a présenté, sont les mêmes aujourd'hui qui se retrouvent chez le ministre des Sports, ce qui veut dire clairement que ces gens ont quelque chose à cacher. C'est parce qu'ils croyaient que Samuel Eto'o, qui est un acteur sportif, viendrait de donner du lait et du miel. Aujourd'hui, qu'ils ont l'impression que ce gâteau-là n'est pas du tout partagé comme ils l'ont pensé, ils courent chercher le parapluie du ministère des Sports. Je dis que ce n'est pas sérieux du tout. Et le ministre des Sports devrait leur rappeler simplement cette disposition du décret de 2014, qui rappelle très clairement que c'est la fédération qui est l'instance fêtière technique, administrative et financière du football camerounais. Il faut qu'ils le sachent. C'est écrit dans le décret de 2014. Et donc, cette gesticulation, nous qui regardons cette affaire de loin, nous renseigne simplement que ces gens-là ne sont pas sérieux. Mais vous êtes quand même au courant qu'il y a eu une correspondance entre le secrétariat général de la présidence. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu celle du Premier ministre. Qu'on voit un peu plus clair sur la gestion des fonds alloués au football. Je crois que vous êtes au courant de cette... Mais le journal Info à chaud estime que la réunion au ministère des Sports avec les responsables des clubs était inutile. Recueillir les avis des clubs est malvenu en ce moment parce que pour cette parution-là,
Il fallait simplement suivre l'instruction du chef du gouvernement demandant de mettre des subventions à la disposition de la FECAFOOT. Alors là, oui, bon, ça va dans tous les sens. Oui, mais c'est d'abord connu que Info HO est un très grand supporter du président de la FECAFOOT. Donc après, je dis pas oui, mais que le président de la FECAFOOT n'est pas au centre de cette affaire. Non, il n'est pas au centre de cette affaire. Si, de manière étendue, on peut voir. Affaire, mais son nombre plane. 2 interventions. Il a été évoqué même indirectement, et c'est le président de la FECAFOOT, avec tout ce qu'il a fait pour le football camerounais, qu'il faut reconnaître. Mais moi, je dis ici, il ne faut pas tirer sur les présidents des clubs, parce qu'à la fin de la journée, s'il faut dire ça, le MINSEP a reçu. C'est-à-dire qu'il était notifié par son patron, si on peut dire ça comme ça, d'organiser cette réunion. Parce que dire au président des clubs de ne pas aller, c'est techniquement dire au patron du MINSEP que nous ne venons pas à la réunion que vous avez organisée. Parce que derrière ça, ils ont certes soutenu pour la plupart le président Samuel Eto'o, ils ont certes été d'accord avec tout ce qui a été proposé au départ de son mandat. Bon, après, ils se sont peut-être trompés. Et d'aucuns ont le courage d'assumer. C'est trop facile non, d'aucuns ont le courage d'assumer qu'ils se sont trompés. Non, pas du tout. Et après, ils sont de mauvaise foi. D'aucuns ont le courage d'assumer qu'ils se sont trompés. On est libre des opinions. On n'est pas obligé d'être figé sur une opinion parce qu'on a eu dès le départ. On peut réajuster les positions. Et après, il faut comprendre quand même que c'est une réunion républicaine. C'est-à-dire le ministre des Sports ne se lève pas et il n'imagine pas les réunions. C'est-à-dire qu'il ne se lève pas matin et dit « Bon, je n'ai pas de réunion à faire dans mon ministère aujourd'hui, je vais convoquer une réunion avec les présidents des... » Non, il a reçu un ordre, si on peut dire ça comme ça. Il remplit la mission qu'on lui a donnée, il rendra compte à qui de droit. Et je comprends aussi qu'il est important que dans ce type d'exercice, on associe la FECAFOOT. Ça, c'est très important. Bon, est-ce que la FECAFOOT a été saisie? Est-ce que la FECAFOOT a été convoquée? Est-ce qu'il y a eu les démarches qu'ils doivent avoir pour que la FECAFOOT soit représentée à cette réunion? Ça, je pense qu'il faut encore creuser. Parce que c'est très facile de dire que les présidents de club ne sont pas ça ou ne sont pas ceci. Mais je pense qu'il faut quand même prendre ça avec un peu de pincette. Parce que derrière, il y a un jeu politique qui n'a pas commencé aujourd'hui et que tout le monde sait. Parce qu'avant ça, on a eu les différents échanges épistolaires sur la validation de la revue des statuts de la FECAFOOT. Dans cet épisode, il y a plusieurs fautes de goût. Le premier, c'est la dissonance qu'il y a eu au sein du gouvernement. Ensuite, il y a ces relations tendues, il faut le dire comme ça, entre la Fédération camerounaise de football et les présidents de club. Et c'est une situation qui commence à dater. Mais également, il y a un réel problème. C'est comment on est allé vers l'animation du football professionnel au Cameroun. Il me souvient que des années en arrière, lorsque l'on se préparait à franchir le pas, un certain nombre de voix s'étaient élevées pour dire qu'on ne peut pas adosser le financement du championnat de football première division professionnel sur les financements de l'État. On l'avait dit. Donc, il y a lieu aujourd'hui qu'au lieu de focaliser simplement sur cet appoint qu'apporte le gouvernement, parce que ce qu'apporte le gouvernement, ce n'est qu'un appoint. Ça ne peut pas être l'enveloppe qui va véritablement financer toute une saison. Donc, à côté de cet appoint... Le complément viendra d'où ? Il faut le rechercher. De la il faudrait donc des que les acteurs, les acteurs autour du football réfléchissent, qui s'asseyent ensemble pour rechercher les financements. C'est-à-dire la fédération, avec les dirigeants de club et éventuellement la tutelle, qu'ils s'asseyent. Ailleurs, on a vu des expériences où on a impliqué les mairies. En France, le football qui est développé en France aujourd'hui, c'est parce qu'on a associé les mairies. Il faut qu'on réfléchisse sur comment on va animer le mouvement sportif et surtout le football au Cameroun. Si on n'y réfléchit pas et que chaque année, on tend la sébille au gouvernement, on va se retrouver dans ces situations. Et moi, je pense qu'il est normal que ce gouvernement qui donne son argent et qui a donné par le passé sans que chaque fois, il sache comment ça se passe, c'est un peu normal qu'il traite directement avec les présidents de club. Je dis un peu normal. Mais cela ne doit pas exclure la fédération qui a la charge du football camerounais. Je pense également que le cahier des charges tel que prévu par la fédération doit s'appliquer au président de club, quelle que soit l'origine du financement. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Séverin, ces financements sont bien des financements publics. C'est des deniers publics d'ailleurs, au même titre que ceux qui viendraient d'ailleurs.
On sait bien pourquoi ils sont considérés comme des deniers publics. Donc, ils doivent s'appliquer les règles de financement de l'État. L'exigence des cahiers de charges dont faisait mention Léger tout à l'heure, on n'a jamais respecté. C'est-à-dire que l'absolue transformation des clubs qui vont quitter, qui vont migrer de société en entreprise, les présidents de clubs ne l'ont pas fait. Voilà. Ils ne vous le disent pas. Voilà. Et on attend simplement... Mais Christian, en dépit du fait qu'on est titubé dès les premiers moments, on aurait dû se ressaisir. Ça dure, ça prend du temps, mais chaque année, on retombe au même endroit. Mais à la lutte où c'est le ministère qui va servir encore là. On va retomber vers les mêmes travers. Ça a été décrété, je suis d'accord avec vous, mais on n'apprend que par ses échecs. Regardez, dans chaque domaine, il y a une économie. Mais qui se soumet à l'économie du football au Cameroun? Personne ne l'a fait. Qui se soumet au marketing du football au Cameroun? Personne mais tout le monde, on veut professionnaliser le football avec des amateurs. Le spectacle qu'on attend... Tous les acteurs autour du football, manifestement, sont des amateurs. Et on ne peut pas avoir un football professionnel comme ça. Le spectacle qu'on attend est tributaire d'une bonne organisation. Et pour la bonne organisation, toutes les parties prenantes doivent emboucher la même trompette. Cette saison, on est en train de parler déjà d'un deal que le ministère des Sports veut passer directement avec les présidents de clubs. Se sont-ils simplement arrimés aux exigences du football professionnel? Pas du tout. Au quotidien, l'administration des clubs qui sont dits des clubs professionnels, est-ce qu'ils sont conformes? Il faut se poser également la question parce qu'on sera encore un tant soit peu noyé dans une espèce de bataille à distance entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, et les présidents de clubs au milieu auront déjà pris ce pactole et l'auront mis en poche, qu'on sera en train de suivre une succession de matchs qui n'a plus rien. Et Léger soulevait tout à l'heure le spectacle. Si nous voulons le spectacle, que notre football soit professionnel, il faut absolument qu'on passe cela. Cette discipline, cette rigueur dans la gestion qu'on demande, qu'on exige de la part des présidents de clubs, ce n'est pas pour donner un blanc-seing à la fédération non plus, parce qu'il faudrait effectivement, à ce moment-là, avoir une espèce de dialogue qui veut qu'à l'orée de chaque saison, la fédération ne tient pas se soustraire à dire que, bon, ok, elle aussi a fait de la bienveillance administrative, de la tolérance administrative, en refusant que des éléments qui sont pourtant consignés dans le cahier des charges exigibles, qu'on peut passer l'éponge là-dessus et permettre que les clubs jouent. Vous avez vu aujourd'hui que seulement aller s'inscrire sur la plateforme des transferts, vous avez vu la difficulté pour les clubs aujourd'hui. On est dans une espèce d'un amateurisme bien professionnalisé. Et la rigueur doit commencer au niveau de la FECAFOOT. Parce que on ne peut pas exiger aux présidents des clubs d'avoir une certaine rigueur si eux-mêmes de la FECAFOOT n'ont pas certaines réponses. Il y a quand même des questions que les présidents des clubs posent à la FECAFOOT et jusqu'aujourd'hui n'ont jamais eu de réponse. Quelle réponse, par exemple? Il ne faudrait pas quand même donner l'impression qu'on a un syndicat délinquant de patrons de clubs face à une FECAFOOT bienveillante et à un ministère opportuniste. Non, je pense qu'il y a un climat global. Non, sortons du conflit FECAFOOT-MINICEP. L'État qui donne son argent se rend compte que cet argent n'est pas bien utilisé. Par qui, on ne sait pas encore. Parce que ce qui se passe, c'est que le ministre a tenu une réunion avec ces gens, il a recueilli des avis. On verra par la suite ce qui va se passer. Bien sûr. Et l'État doit mettre, et c'est légitime que l'État mette en place les mécanismes de transfert et de contrôle des sous qu'il donne. Il y a une guerre épistolaire. Moi, je réponds. Je voudrais répondre. Une seconde. Vous m'avez ostracisé. Non, pas du tout. Une seconde. Il y a eu une correspondance du président de la Fédération camerounaise de football au secrétariat ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, pour ordonner, instruire le décaissement des fonds alloués, de la subvention en tout cas, qui n'a pas été remplie au ministère des Sports. À son tour, le ministre des Sports reçoit cette fois une correspondance du secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, pour lui demander, pour l'instruire de convoquer les présidents de clubs. Et là, ça devient un plaidoyer que font les présidents de clubs pour que l'argent qui se prépare déjà à être viré soit viré cette fois-là au président de club. Et à cette réunion,
On n'a pas convié la Fédération camerounaise de football. Donc, qu'on le veuille ou pas aussi... Est-ce qu'on a la preuve qu'ils n'ont pas été conviés? Non, mais est-ce que... Quand vous faites mais le courrier... L'administration est écrite. Est-ce que quand vous avez vu la correspondance de la Fédération, au secrétariat général, il y avait le ministère des Sports? Bon, on va laisser Dr Eboutou Ne parlons pas de vice de forme simplement, intervenir. mais cette petite attitude trahissent effectivement... Vous allez commencer les batailles FECAFOOT MINSEP, on ne va pas avancer. Moi, je crois que ce que nous disons, c'est que le professionnalisme a un coût. Et ce coût-là demande un certain nombre de prolégomènes. Et je crois que depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, il y a une certaine discipline qui est menée de ce côté. Et c'est cette discipline-là pour justement embrasser le professionnalisme que quelques intrus dans le milieu du mouvement sportif à la tête de certains clubs fuient aujourd'hui. Ils ne sont pas intrus, docteur. Je les appelle c'est comme des gens qui ont mis de l'argent. Oui, quelque part. Mais je crois que leurs dessins ne sont pas aujourd'hui atteints pour la simple raison que il y a quelqu'un qui, lui, veut appliquer ce qu'il a porté comme vision. Eto'o a dit en arrivant à la tête de la Fédération camerounaise de football qu'il voudrait faire du championnat camerounais un championnat réellement professionnel. On lui a demandé de présenter ses préalables. Et ce sont ces préalables-là qu'il exige aujourd'hui aux présidents de club. Lesquels présidents de club n'arrivent pas à présenter le minimum, à se souscrire au minimum. Il faut les accompagner. Pour aller vers ce professionnalisme-là. Donc, vous n'allez pas lui demander de faire plus que ce qu'il est en train de faire au niveau de son rôle administratif, au niveau de son rôle technique, de l'accompagnement technique et administratif. Donc, le fait que ces gens-là contournent dans la Fédé pour aller s'asseoir avec le ministre des Sports montre simplement leur mauvaise foi. Laquelle mauvaise foi aujourd'hui est tributaire du fait que c'est des gens qui sont arrivés dans le mouvement sportif pour s'enrichir. Et non parce qu'ils étaient des passionnés, et non parce qu'effectivement, ils voulaient contribuer à développer le mouvement sportif camerounais, notamment le football. Donc, le football, c'est un business. Le football, c'est un business. On investit pour s'enrichir. Il n'y a pas de honte à vouloir s'enrichir. Mais pour avoir un retour sur investissement, n'est-ce pas? Pour avoir un retour sur investissement dans un domaine comme le football, il y a ce que j'appelais tout à l'heure les prolégomènes. Et ce sont ces prolégomènes-là que Samuel Eto'o, qui a été adoubé par ces mêmes gens-là, vient apporter à ces gens en leur disant faisons ça, faisons ce que vous avez listé tout à l'heure. Voilà des gens qui n'arrivent même pas à muter leur propre société en société anonyme. Mais les dirigeants disent ceci. Peut-être que c'est excessif, mais vous allez nous dire. Les dirigeants ont dénoncé les pratiques opaques et les retards récurrents observés lorsque ces fonds transitent par la FECAFOOT. Plusieurs d'entre eux ont souligné que par le passé, les subventions destinées aux clubs n'arrivaient jamais en totalité et étaient détournées avant d'atteindre les bénéficiaires. Ces dysfonctionnements ont, selon eux, gravement nui à la gestion quotidienne des clubs, au salaire des joueurs et aux préparatifs des compétitions. Voilà le brief. Je crois justement que le problème ici, il faut éviter de focaliser sur des personnes. Il faut éviter. C'est-à-dire que le fait, Samuel Eto'o tout seul ne peut pas conduire le mouvement et l'animation de notre football. Il a certes un projet. Il faut avoir cette humilité. Il est peut-être le représentant d'un projet. Ce n'est même pas qu'il a un projet. Il est le représentant d'un projet, c'est vrai. Mais il ne peut véritablement conduire ce projet tel que souhaité que si les autres acteurs l'accompagnent. Et s'impliquent réellement. Et les conditions doivent se mettre en place pour que tous les acteurs soient donc de la partie. Or, aujourd'hui, voilà des griefs qui sont avancés. Il y en a que nous connaissons. Et autour de ce plateau, il a été reconnu que les présidents de clubs eux-mêmes ne sont pas des enfants de cœur. Bien sûr. Il faut donc travailler à ce que cette mayonnaise la prenne. Pourquoi tous les acteurs ne le font pas? Pourquoi ils ne s'investissent pas dans ce sens-là? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place, c'est que les lignes de fracture sont en train de s'ouvrir. Et je ne sais pas, peut-être que le gouvernement va s'employer à les refermer, mais il faut très rapidement que des solutions soient trouvées. Quel que soit celui qui doit remettre cet argent, quel que soit celui qui doit le recevoir, il faut que les lignes de fracture qu'on est en train de voir ouvrir se referment. Une autre actualité, la conférence annuelle, la conférence semestrielle des gouverneurs des régions s'est tenue à Yaoundé. On a beaucoup parlé des questions de sécurité en cette veille de fête de fin d'année. Et en passant, le ministre de l'administration territoriale a évoqué la perspective de l'élection présidentielle
de 2025. On va écouter le ministre Paul Latangandji. Monsieur le gouverneur de région, de manière générale, je vous recommande une fois encore d'être particulièrement regardant sur certaines préoccupations qui sont d'actualité. Le suivi étroit des activités des partis politiques, des ONG et des associations, la traque des bandits de grands chemins qui agressent dans les taxis, la traque des criminels qui ont pris en otage les activités de mototaxi, la lutte renforcée contre le trafic et la consommation des drogues et stupéfiants, la lutte contre la criminalité urbaine et interurbaine, la recherche permanente du renseignement prévisionnel, la lutte résolue contre le désordre urbain, l'encadrement de la chefferie traditionnelle par le respect des règles qui gouvernent la désignation des chefs traditionnels ainsi que des us et coutumes des communautés concernées, l'examen approprié des dossiers relatifs aux questions foncières et domaniales, la bonne exécution des projets de développement. À cet égard, Monsieur le gouverneur, vous voudrez bien me faire parvenir les rapports trimestriels portant sur l'exécution des projets de développement en cours dans vos régions respectives qui seront transmis à la très haute appréciation de Monsieur le Président de la République. Il faut rappeler que le ministère de l'administration territoriale a engagé un combat contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Et à ce sujet, nous rappelons que 5 ONG ont été suspendues pour défaut de présentation du rapport d'activité et surtout de justification ou justificatif des 16 milliards de francs CFA qu'elles auraient reçus en 2 ans. En passant, le rédac devait passer chez le préfet du Vouri. Je crois que j'ai dit, vous avez eu des nouvelles, ça s'est fait, quelqu'un le retour de cette rencontre? Non, la rencontre n'a pas eu lieu, simplement parce que le promoteur du REDAC, Maître Aliscom, a adressé une correspondance exprimant son indisponibilité au préfet du Vouri. Elle a proposé que elle a estimé que la date du 10 janvier serait bienvenue pour une telle rencontre. Bon, on va suivre parce qu'on a vu quand même la correspondance du préfet qui indiquait un ensemble de choses qui montrent que cette affaire est à prendre au sérieux. Bon, on va suivre. Le REDAC, c'est bien sûr l'une des organisations non gouvernementales sous le coup de la suspension du ministère de l'administration territoriale. Mais en passant, quel est le bien fondé de cette opération du MINAT? Docteur Obuto. Disons que le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle de rappeler un certain nombre de choses. C'est lui le patron de l'intérieur, donc sous d'autres cieux. C'est comme ça qu'on appelle ça là-bas. Au Cameroun, c'est le ministère de l'administration territoriale. Mais je crois que ce qui gêne ici, c'est souvent la manière, la façon avec laquelle il dit ces choses-là qui sont parfois sensibles, qui peuvent étonner. Et lui le dit parfois avec volupté, avec une certaine façon qui peut blesser. S'agissant des chiffres qu'on a prêtés à ces organisations-là, donc je connais certaines. Madame Maximilienne Mbé, c'est une amie. Madame Alice Com, c'est une maman à moi. Et donc, je suis parfois surpris, ou alors j'ai été surpris de voir que, voilà, il y a eu des chiffres comme ça qui ont été sortis pour leur prêter cela en disant, voilà, cette organisation aurait flirté avec ces chiffres-là qui m'ont moins surpris. Parce que quand on sait au Cameroun aujourd'hui que pour déposer simplement 1 million de francs dans une banque, on vous demande de souscrire, de remplir un certain nombre de fichiers, de papiers, etc., à n'en plus finir, au point où vous préférez constituer une banque chez vous. Et vous pensez que l'État n'a pas pris la peine de vérifier la traçabilité? Je crois qu'il y a des choses qu'on doit nous dire. On a inventé. Je crois qu'il y a des choses qu'on doit nous dire, et je crois qu'il y a beaucoup de légèreté, parce que avec le sérieux qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, depuis voilà, que le Cameroun est engagé dans la lutte contre le terrorisme et tout ce que vous savez, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites au Cameroun pour qu'il n'y ait pas de fissures qui feraient rentrer des fonds aussi colossaux dans notre pays. La NIF, vous savez que la NIF aujourd'hui fait le tour des banques pour vérifier même les comptes bancaires des uns et des autres. Donc, comment on peut prêter à une organisation? On a cité la NIF dans... Donc, on peut s'étonner. Un rapport de NIF qui a été, mais avant, le Cameroun avait déjà été placé sur une liste grise des pays assez poreux en matière de
de blanchiment, de circulation de ça veut donc dire que la NIF ne fait pas son travail. Non, mais il faut quand même noter que la NIF est un maillon du dispositif de sécurité intérieure, donc du renseignement. Ce qui fait que la manière dont on manipule l'information que la NIF met à la disposition du ministre de l'Intérieur, c'est quand même avec beaucoup de pincettes. Il ne va pas venir faire un communiqué, il va dire que la NIF m'a dit X, Y, Z. Moi, je pense que si le rédac, Maximilien Gombert ou Maître Com avaient peut-être répondu à la première convocation, peut-être que là, on lui aurait donné les éléments bien plus précis sur les raisons pour lesquelles l'action était posée. Mais il faut quand même comprendre que il y a, dans ce sujet, il y a l'affaire. L'affaire, c'est l'acte que pose le ministre de l'administration territoriale avec les scellés, les déclarations qu'il fait partant sur les alertes de renseignement. Et maintenant, le bris des scellés, c'est l'acte, c'est l'affaire dans l'affaire. Et que moi, je considère comme de la diversion. Parce que, non, c'est très simple. C'est-à-dire, on vous accuse d'avoir reçu des fonds illicites. C'est pas de la diversion. Vous avez lu le communiqué du préfet du Voulou? Non, j'ai dit le bris des scellés. Le fait que Maître Alice Com agisse de cette manière aussi théâtrale et politique, parce qu'à un acte administratif, elle a choisi de répondre par un acte politique. Maintenant, ça distrait du sujet. Le sujet, c'est quoi? Vous avez reçu des fonds de manière illicite et des montants qui ne correspondent pas à ce que vous faites sur le terrain, d'un point de vue d'équivalence. Mais c'est très simple. Si ce qui est dit est faux, communiquez les livres, sortez les projets, sortez les budgets, montrez que voilà ce qu'on a fait, voilà les projets, voilà les budgets, et qu'on a régulièrement déposé nos rapports au niveau du MINAT. Parce que le MINAT aussi, quelque part, il est un peu pris un piège de la tolérance administrative. Parce que si depuis 2021, les ONG n'ont pas déposé les rapports, bon, on se dit qu'ils sont de bonne foi, on fait un suivi, mais ça prouve quand même que quelque part la tolérance administrative a ses limites. Mais Maître Alice Com sait très bien ce qu'elle fait, parce qu'elle a déplacé le débat sur la légitimité que le MINAT a de poser un acte pareil. Pourtant, le vrai débat de savoir, et le débat qui est sécuritaire et politique, est de savoir est-ce qu'ils ont vraiment reçu ces fonds? Si oui, à quoi ces fonds vont servir? Et s'ils n'ont pas vraiment reçu ces fonds, pourquoi cet acte est posé? Et c'est à ce moment qu'on peut donc interroger la légitimité du MINAT. Donc je pense que Maître Alice Com, c'est une très grande femme politique. Pour moi, je la considère comme une femme politique parce qu'elle fait plus de la politique que de l'activisme social. Donc elle a su jouer de ce... Non, c'est une lobbyiste, elle n'est pas politique. Elle a su jouer de ce moment-là. Mais il y a quand même un dernier temps, si tu permets, Séverin, il y a quand même un dernier temps. Lorsqu'on analyse la chronologie de l'affaire, je pense que hier, Maître Alice Com s'est ravisée. C'est-à-dire, je pense que la gravité de l'affaire et du moment après la correspondance du préfet a dû montrer à Maître Alice Com et à ses soutiens que c'est une situation qui pourrait être compliquée davantage. Donc, je pense que l'objectif ici, c'est d'éviter toute forme de défiance. Parce que l'acte qui a été posé est un acte de défiance à l'autorité. Et même si le rédac, Erich Hort et consorts, n'avaient pas reçu ces fonds-là, seulement après l'acte qui a été posé à Mondo Vision, le problème a changé de dimension. On n'est plus seulement dans la circulation illicite des fonds, on est maintenant dans une démarche préemptive et préventive contre toute forme de défiance à la veille d'une élection présidentielle. Ça, on l'entend aussi dans les journaux. Il y en a qui estiment, heureusement, le Dr Boutou nous a dit non, il est dans son rôle. Mais il y a quand même une bonne opinion qui pense que le ministre est allé trop loin. S'il en faisait un peu trop, on ne serait pas 3 années en arrière. Et Boris vient de parler de la tolérance administrative, un concept que nous avons toujours interrogé. Parce que si, au nom de la tolérance administrative, on doit laisser faire certaines choses, à un moment donné, on se retrouve dans ce genre d'entonnoir. Parce que les lois sont faites, les lois et règlements sont faits pour être appliqués. Et au nom de la tolérance administrative, on a laissé faire, on se retrouve donc dans cette situation qui, du point de vue de ce qu'on peut lire, est amplifiée en gradation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit bien que l'affaire est en train de se compliquer. Et c'est pour cela qu'on doit modestement interpeller le gouvernement pour qu'il fasse appliquer les lois. On peut émettre des doutes sur ce plateau, mais ces chiffres-là viennent de quelque part. On a quand même au moins 3 auditeurs publics qui en parlent. Il y a quelques semaines, je crois, sur ce plateau ou bien sur un autre de la CRTV toujours, on a entendu le président de la Chambre des comptes
faire un certain nombre de révélations. Et vous savez bien que cette personnalité ne parle pas très souvent. Mais elle a quand même évoqué un certain nombre de situations pas très lointaines. C'était bien sûr la CRTV, Actualité Hebdo. Voilà, pas très lointaines de celles dont on parle. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Et quelques années en arrière, certaines de ces ONG ont été impliquées dans des questions de financement visant la promotion de l'homosexualité dans notre pays, alors que nos lois s'élèvent contre cette forme de sexualité. Bon, donc, je pense que c'est tout ça qui pousse le gouvernement à s'interroger et à voir plus clair. On ne peut pas dire que rien, on ne peut pas dire que c'est gratuit, et on ne peut pas dire que le MINAT en fait un peu trop, peut-être dans son style. Mais il y a des choses qui se font et qui doivent être interrogées. Et ceux qui sont acteurs doivent se soumettre à cette interrogation. Oui, docteur, quelques secondes pour dire que, vous savez, nous sommes dans un pays très compliqué, où on lit des choses parfois surréalistes qui peuvent étonner. Moi, j'ai lu il y a quelques jours, dans le rapport de la Chambre des comptes, je crois, que l'ensemble des jeux sportifs dans notre pays a ramené 20 000 francs dans les caisses du Trésor public. Qui peut croire à ça ? Que voilà, tout ce que nous voyons là comme paris sportifs à gauche à droite, on ramenait à la caisse, on ramenait dans les caisses de l'État 20 000 francs CFA. Mais c'est terrible d'entendre ça. Il y a des comptabilités parallèles, c'est pour cela, léger, que je dis, je préfère mettre cette actualité. Nous sommes dans un pays compliqué, c'est ce que je dis. Je dis nous sommes dans un pays compliqué et je dis que tellement nous sommes dans cette complexité-là qu'il faudra d'autres éléments pour nous, Camerounais habitués à cette complexité-là, qu'on essaie de nous convaincre sur ce nombre de choses, parce qu'on dirait qu'on est gouverné par l'illogique. Je crois plutôt que cette affaire a conduit, était dans une forme de surchauffe. Hein, et c'est ce qui a amené la Mémé, Maître Alice Combes, à poser cet acte populiste. Vous savez, elle est plus lobbyiste, elle n'est pas politique. Oui, mais... Et une minute, elle est plus lobbyiste. Et en le faisant, en réalité, elle répondait au coup, au paracoup, à quelqu'un qui est également connu comme quelqu'un d'assez belliqueux, entre guillemets, mais qui est ministre. Mais qui est quand même ministre, oui, je vous le conseille. Et donc, de ce point de vue, et dans le contexte que l'on sait, Douala, une ville de surchauffe, avec des médias que l'on connaît qui se trouvent dans cette ville-là, cela obéissait à un message. Hein, parce qu'on connaît aujourd'hui, c'est effectivement, on est on prépare une élection présidentielle et tout. Donc, c'est des messages qu'on envoie. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt saluer le ton, quand on a lu un peu les uns et les autres, le ton avec lequel les différents acteurs essayent de ramener cette actualité aujourd'hui. Maître Alice Combes a saisi le préfet en lui rappelant effectivement que son avocat, Maître Dr Fosso, se trouve à Paris. Il faudrait qu'on trouve une manière de s'asseoir le 10 janvier prochain. Et je crois que c'est plutôt dans cette forme de discussion, dans cette forme d'apaisement qu'il faut plutôt y aller que de verser de liquide dans le feu qui peut encore embraser les esprits. Et je sors en rappelant quand même que le REDAC, c'est quand même une association, l'une des associations sérieuses que nous avons dans ces pays. C'est une association quand même qui fait parler du Cameroun. Tout à fait. À l'international. Madame, la directrice générale, Madame Maxime Ngombe, vient d'ailleurs de recevoir un prix par la Maison Blanche. Hein, ce qui montre quand même le caractère sérieux, son activisme, son dynamisme dans le domaine des droits de l'homme, dans son engagement à défendre l'altruisme. Et donc, de ce point de vue, il me semble quand même que monsieur le ministre Atanganji aurait pu procéder autrement. Et moi, je me serais attendu que dans sa sortie, qu'il nous dise, par exemple, qu'il avait eu des conciliabules avec cette association-là pour demander à ces derniers d'apporter ce nombre de justificatifs. D'après un certain nombre d'informations, ces associations ont été averties. Non, quand vous avez lu la sortie, quand vous avez lu la sortie de Madame Ngombe, elle n'a jamais été associée à une quelconque initiative. Il y a le discours politique. Alors, léger, saluons le fait qu'aujourd'hui, il y ait une forme d'apaisement à travers les notes qu'on voit circuler. On n'est pas contre, mais il faut restituer la vérité, c'est qu'elles ont été averties avant. Il y a le discours politique et je pense même que... Je ne sais pas si elles ont été averties. Et je pense même que si le REDAC était vraiment irréprochable sur l'affaire, je reconnais tout le travail que le REDAC fait pour les droits de l'homme, les vrais et bons droits de l'homme. Mais si le REDAC était vraiment irréprochable sur cette affaire, je pense qu'il serait plus serein. C'est-à-dire, il ne ferait pas peut-être autant de tentatives de défiance et de bruit. Parce que c'est très simple. Hein. C'est-à-dire, on a tous ici, à un moment donné, fréquenté les programmes, les projets, les ONG. C'est vraiment très simple. C'est des formes de budget programme qui arrivent et tout est chiffré jusqu'à la virgule près. Et à chaque fin d'activité, tu as un rapport d'activité, tu as un rapport financier qui est fait, un rapport technique, c'est présenté.
j'aurais préféré que Maître Alice Com et Maximilien Gombe, par exemple, organisent une conférence de presse, appellent la presse, disent ok, voilà ce qui a été dit, on a scellé temporairement nos locaux, mais voilà ce que nous on vous montre, voilà ce qu'on a dépensé en temps, voilà ce qu'on a prévu, voilà. Lionel, vous allez céder votre siège à M. Joseph-Marie Elundou qui sera là. Merci pour cette contribution. Merci Séverin, merci pour l'invitation. Merci. On retient tout ce que vous avez dit, ça a favorisé le débat. Mais je vais vers vous, Christian. Ce feuilleton, il est prêt à s'arrêter? Il faut attendre encore d'autres rebondissements. Il n'est pas prêt à s'arrêter. Moi, je voulais intervenir parce que il y a dans ce pays l'habitude pour nous à tenter de gouverner avec avec cette fameuse expression tolérante administrative. Je veux l'opposer à une autre expression qui est bien connue dans nos mœurs, équilibre régional. Ce sont des vocables comme ça qui sont chaque fois toujours à pousser à la surchauffe. Parce qu'effectivement, quand le ministre vous dit que non, c'est depuis 3 ans, il y a eu des vérifications, etc. Mais aujourd'hui, par la manière violente, il est entré comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et qu'on le veuille ou pas, et qu'on lui reconnaisse peut-être cette attitude de va-t-en-guerre, il n'y a que d'un côté, sans pouvoir tenter de blanchir le REDAC, qui est accusé, parce que tout à l'heure, on mettait à la charge du ministre des rapports peut-être de l'Agence nationale d'investigation financière, la NIF, et des rapports qu'il a régulièrement consultés avant peut-être d'agir. Mais il faudrait effectivement que dans la démarche du gouvernement, qu'on sache que soit on gouverne, et surtout pour un poste aussi clé que celui du ministère de l'Intérieur, le patron de la territoriale, il faudrait un peu qu'il y ait dans cette démarche de la rigueur dès le début. On va suivre. Nous accueillons Joseph-Marie Elundou. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aime toujours faire appel à une certaine anthropologie, une certaine histoire du Cameroun. C'est très important pour comprendre un certain nombre de choses. Moi, je travaille depuis longtemps sur ces questions, et je me rappelle d'ailleurs qu'il y a des années, l'Union européenne avait, je crois, donné une somme de 120 millions à l'époque. Je peux vous dire que l'histoire est têtue. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans ces luttes-là. Donc, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses sous-jacentes. Et maintenant, dans les batailles ouvertes, très souvent, les protagonistes, bien entendu, surfent sur le droit, sur l'administration, sur le MINAC, mais les batailles de fond sont très très fortes. Et je pense également que, pour faire simple, nous sommes dans un pays qui est gouverné avec un processus, je crois, de ce que l'on appelle la tolérance. En fait, c'est dû à quoi? Nous sommes passés d'un système de gestion monolithique de l'État vers un système dit démocratique, avec les libertés. Et je crois que la marche, la transition qui est en train d'être faite est arrivée à son terme. Lorsque vous parlez par exemple des équilibres régionaux, c'était une phase à traverser qui avait sa place. À une époque où effectivement on sentait que la tribu ou le village, si on nomme M. Alega, même s'il ne donne rien au village, le village se sent concerné par la gouvernance du pays. Et donc, c'était plus une question de compétence. On ne vous nomme pas parce que vous êtes le plus fort du village, on vous nomme parce que vous avez pu participer ou contribuer au jeu politique à l'époque, soutenu Amadou Ahidjo ou les autres. Et donc, je pense que, moi, la conclusion que je peux tirer, c'est que, et ceci est vrai dans tous les domaines, y compris en économie, peut-être on va en parler, où nous sommes à la fin d'une longue transition. Il est question qu'effectivement, l'on passe à un modèle économique et politique et social beaucoup plus cohérent, beaucoup plus adapté, mis à jour, pour qu'effectivement, l'on cesse de jouer avec des concepts qui n'ont plus, à mon avis, une force permettant de faire avancer les choses dans la sérénité. Dans l'œil du cyclone également, les églises, source de nuisances sonores et activités pas toujours licites. Mutation titre à ce sujet, église illégale vers un réveil brutal. Et ça, c'est encore un avertissement qui vient du ministère de l'administration territoriale. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec
cette annonce qu'on va tout fermer sur le passage et autres, et surtout s'agissant de ce milieu-là, qui est quand même un milieu sensible au sens où il s'agit quand même de nos foi. On ne joue pas beaucoup avec la passion. C'est des milieux complexes. Et pour aller plus loin, il me semble que quand on parle de l'association religieuse... Mais vous êtes comment au courant des déviances? Bien entendu, bien entendu. Crée... Moi, j'ai fait un post sur ceux qui me lisent sur ma page il y a quelques jours où je disais je suis davantage pour une autorégulation par les pairs de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les milieux des églises, on connaît quand même ceux des pasteurs, c'est des bergers. Vous savez que le schisme n'est pas là, parce qu'on ne voulait pas se soumettre à l'autorité de tel, on ne voulait pas se soumettre, demander à ces gens de s'asseoir aujourd'hui, de se soumettre à l'autorité de l'archevêque ou de, je ne sais pas, de tel modérateur. Parce qu'on est dans le marché de la foi. Oui, ce serait difficile, c'est déjà un marché. Vous savez, un marché libéral d'ailleurs. Vous savez, dans votre domaine, celui de la communication, vous avez le Conseil national de la communication, vous savez que vous ne faites pas toujours chorus ensemble, mais au moins depuis l'avènement de cette autorité-là, il y a que, voilà, vous essayez quand même de vous mettre en ordre de bataille dans votre milieu, celui de la communication. Oui, mais c'est pas une régulation. Il y a un régulateur qui a été mis en place. Je crois que... Et on se soumet, soumet à son management. Ce que je veux dire, Léger, c'est que je crois que dans un corps comme celui-là, c'est parmi les pairs qu'il faut aller chercher ceux qui peuvent parler d'autorité. La prolifération des églises aujourd'hui fait un peu concurrence et même ombrage à la prolifération des débits de boissons. Mais moi, la question c'est où en était-on lorsque on délivrait l'autorisation ou bien ce n'est pas du jour au lendemain on voit des églises qui poussent. Mais vous savez que mais toutes n'ont pas l'autorisation. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit. Quand on parle d'église, on parle d'église illégale. Mais vous savez que si vous mettez sur la balance, il y a beaucoup plus d'églises dites de réveil illégales que des églises peut-être légales, si vous le voulez ainsi. Et les mots ont un sens quand on a parlé du marché de la foi. C'est justement cela. C'est-à-dire qu'on se rend plus beau, on va avoir le minimum de fidèles, entre guillemets, on veut avoir la plus belle formule ou la stratégie marketing pour attirer le maximum de brebis que tout le reste. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui pullule. On a plein d'églises et où était passée l'autorité administrative lorsque ces églises-là naissaient sans avoir au préalable l'autorisation. C'est ce dont il faut se poser comme question. On a laissé faire, on a laissé prospérer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas en annonçant une espèce de fin du monde et de déluge qu'on arriverait peut-être à remettre un peu de l'ordre dans cette maison. Et aussi, dites-vous bien, parmi, et vous pouvez faire on le voit si bien, parmi les églises qu'on dit aujourd'hui, les églises de réveil, curieusement, il y a des membres du gouvernement qui sont aussi propriétaires, s'ils sont, je ne sais pas si ce sont des mais s'ils sont en porte-à-faux au sein de ces... Non, c'est ce que je suis en train de dire. S'ils ne respectent pas la loi, ils seront sanctionnés. Que le MINAD ne déclare pas simplement la guerre, peut-être à ses pasteurs. Il a dit à toutes les églises, qui sont illégales. Voilà. Ce n'est pas simplement à ces pasteurs autoproclamés pour certains, mais également à certains membres même, et même ceux qui assurent la territoriale, qui sont des brebis suffisamment fidèles de ces églises. Alors, Léger, on peut en rire, mais c'est un problème social au Cameroun. La présence de ces églises, oui, il y en a qui estiment que le travail fait, il est bien fait, c'est un travail de foi, mais quand on regarde aussi l'autre revers de la médaille, on se pose parfois des questions. En tout cas, je pense que, quoi qu'il soit arrivé avant, il est important que le gouvernement régule. Il est important. Le ministre de l'administration territoriale donne jusqu'au 25 janvier. Ça veut dire qu'entre-temps, les gens doivent s'organiser et s'ils ne sont pas légalement constitués, qu'ils fassent des efforts. Parce que, comme vous le dites, ces églises, même les plus structurées, posent d'énormes problèmes, ou du moins les acteurs. Les acteurs posent d'énormes problèmes. Il y a beaucoup de déchirures dans notre société, dans les familles et autres. Il y a beaucoup d'actes qui sont posés, qui doivent quand même nécessiter un regard particulier des autorités. Et je pense que le ministre est dans son bon droit. Même si on a laissé faire pendant 20 ans, il est bon qu'on siffle la fin de la partie et qu'on revienne à l'orthodoxie. Je pense que M. Atanganji doit faire ce qu'il va faire. On dit chez nous, c'est-à-dire on ne fuit pas
l'éléphant, dès qu'on entend le bruit de l'éléphant en forêt, on commence à courir. Peut-être à Tanganji décide donc, puisque vous l'avez fustigé, de sortir de la position où l'État a été dans l'irrégularité pendant près de 40 ans. Je ne pense pas que ce soit trop tôt qu'aujourd'hui de se dire non, mettons un peu d'ordre. Et ce qu'on demande, c'est quoi? C'est qu'il y a, vous remplissez un certain nombre de conditions. Je pense que la presse camerounaise aura besoin de ça. Je pense que l'armée camerounaise aura besoin de ça. À un moment donné, il faut effectivement que l'on voit clair. Il y a une loi qui vous autorise. Donc ce n'est pas interdit. Mais pour faire partie de ce groupe, voilà. Si vous avez ça, eh bien, vous êtes accepté. Je ne pense pas que M. Tanganji est capable même de fermer les 10 000 églises par force. Il y a au Cameroun. Je pense qu'il y a tout un process qui va s'imposer à lui. Voilà mon sentiment. Reparlons du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire, qui s'est tenu lundi dernier à Yaoundé. On retient des différentes prises de parole, l'urgence de se réinventer, la nécessité de trouver les voies et moyens pour remettre les économies de l'Afrique centrale sur les rails. S'ajuster ou chavirer, s'interroge mutation. Peut-être qu'on peut s'approprier cette interrogation-là. Est-ce qu'on peut, Dr Eboutou, envisager une sortie de crise au profit de tous? On a semblé dire pendant cette conférence des chefs d'État qu'il y a un malaise. Un malaise profond. Il y avait un malaise et le malaise persiste. C'est d'ailleurs là le bien fondé de ces assises qui ont rassemblé les chefs d'État de la CEMAC. On a bien parlé d'un sommet extraordinaire. Quand on parle de quelque chose qui est extraordinaire, ça veut dire qu'il sort de l'ordinaire. Il y avait donc urgence à ce que les chefs d'État s'asseyent et qu'ils discutent pour anticiper sur la bourrasque à venir. Et d'ailleurs, dans le communiqué final, vous voyez très bien qu'il rappelle cela dans le point 10. Il rappelle très bien que la situation économique, je reprends comme ça des mimos, la situation économique de la communauté des États, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale aujourd'hui est en train de chavirer et donc qu'il y a lieu d'anticiper en prenant un certain nombre de mesures. Mais moi je crois que tout a été dit, mais sauf qu'on a toujours esquivé quelque chose qui, moi, me semble utile dans ce genre de rencontres et qui aurait pu être mis sur la table enfin ou pour une fois. C'est la question du franc CFA, la question de la monnaie. Il me semble qu'aujourd'hui, une communauté internationale... Peut-être que pour eux, ce n'est pas la priorité. Non, c'est très sérieux ce que je dis. Vous savez, la CEMAC est une communauté internationale, au-delà de ce qu'on a l'habitude de dire. Quand on dit communauté internationale, on voit les hégémons des États qui, en fait, dominent aujourd'hui un certain ordre mondial, mais la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est d'abord une communauté internationale. Et cette communauté internationale travaille pour l'intégration de son peuple. Cette intégration signifie qu'elle assure justement le bien-être de ce peuple-là. Et le bien-être économique en termes de développement et d'intégration factuelle d'un peuple passe par la question monétaire et financière. Il est difficile de passer à côté. C'est Tchoundjan Pouemi, et là je parle à côté de quelqu'un qui l'a beaucoup lu, Elundu, qui nous rappelle que la superstructure monétaire précède l'infrastructure économique et sociale. Tout ce qu'on a dit en termes de relève de l'économie et de la finance de la sous-région Afrique centrale aujourd'hui passe par le petit courage qu'on en appelle à ces dirigeants-là de sortir enfin du franc CFA. Je voudrais être un peu plus profond pour dire que, et même au-delà, il faut peut-être avoir le courage aujourd'hui d'interroger même ce qu'est devenu la CEMAC. Donnez-moi une minute, parce que nous sommes quand même l'un des rares espaces aujourd'hui qui continuons de chevaucher avec une autre communauté internationale plus grande et qui peut logiquement amener l'autre communauté internationale à fondre en elle, la CEAC. Oui. Comment on chevauche? Et quand vous allez regarder les prérogatives et les missions de la CEAC et de la CEMAC, vous verrez que finalement on se superpose, on se marche dessus et finalement il y a comme un désordre qui ne favorise pas toujours l'intégration. Il y a un processus de rationalisation et de fusion. De et je crois que ce processus est engagé. Cette réunion est d'ailleurs l'une des chevilles parce que il était attendu un sommet depuis longtemps allant dans ce sens. Vivement qu'elle se fasse. Parce que la CEAC, c'est quand même 11 États. Plus de 200 millions d'âmes. Par exemple, le FODEC, sur les perspectives de collecte des recettes fiscales. Revenons sur le sommet de lundi.
est-ce qu'au sorti de là, le citoyen de l'Afrique centrale que je suis rassuré? Peut-être pas totalement rassuré. Il y a un certain nombre de choses qui sont dites dans le communiqué final. On a également essayé de collecter dans les coulisses du sommet la présence à ces assises du représentant de l'État français n'était pas une figuration ou une qualité d'observateur. C'était l'ambassadeur. C'était l'une des parties prenantes aux travaux, parce qu'il est important que, dans ce cadre-là, qu'un certain nombre de mesures soient prises. Et certaines de ces mesures-là, nous a-t-on dit, ont été débattues. Oui, au terme de ces assises, le journal L'Économie, dans son numéro de mercredi, écrit « La conférence des chefs d'État a réaffirmé l'application intégrale de la réglementation des changes, notamment à travers le rapatriement des devises par les opérateurs économiques et plus particulièrement la signature avant le 30 avril 2025 des conventions du compte séquestre pour des fonds de restauration des fonds des sites par les entreprises extractives, notamment le pétrole et les mines. » Et parlant de cela, on fait allusion à 3 000 milliards qui seront 3 000 milliards de francs CFA qui seront logés hors de la zone CEMAC. Joseph-Marie Lundu, c'est de la fiction. On peut compter sur ce rapatriement. On demande d'appliquer intégralement la réglementation en vigueur. Mais quand on regarde un peu les disparités qu'il y a entre les États, on se pose des questions. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait. Ce dont vous parlez, les devises qu'on doit ramener, mais ça fait partie des lois sur l'investissement dans nos pays pour attirer les IDE. C'est clair que le gars vient ici parce qu'ils savent qu'ils peuvent exporter l'argent. Donc, leur demander de faire revenir leurs bénéfices, c'est tout un autre problème. Parce que si vous avez bien regardé les textes qui régissent l'attractivité de nos régions, c'est que le gars vient, il met son argent, puisque c'est un étranger, on appelle ça les IDE, donc investissement direct étranger, il rapatrie les bénéfices dans l'extraction, dans le pétrole, etc. Donc le retour, vous comprenez que doit faire l'objet, parce que les gars vont se sentir comme floués. Vous nous avez dit au départ que votre territoire est attractif, votre économie peut nous permettre effectivement d'avancer. Vous avez le volet, donc, déjà, les devises. Vous savez qu'il n'y a pas que ces devises-là. Vous avez 50% de nos devises au trésor français. Peut-on les déconnecter au moins pour les mettre dans les banques centrales? Sur le plan commercial, la péréquation, la protection de l'économie, il faut revenir là-dessus, parce que quand on s'appuie sur les devises, en fait, on va nous fermer les yeux. Et vous avez vu un de vos excellents confrères a titré « Le lourd fardeau de la solidarité ». Terre promise. Mais pourquoi est-ce que pensez-vous que nous devons subir les mêmes choses que les autres? Mais c'est la règle de la communauté. Mais bien sûr, c'est pour ça que... Nous ne pouvons pas porter tous les péchés. C'est pour ça qu'il faut donc poser la question. Ou alors vous sortez... On a vu comment la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne. C'est le problème européenne. On peut sortir. Notre forme. Vous voyez? Ce qu'on appelle les critères de convergence macroéconomique. Chez les autres, pour qu'on aille ensemble, il y a un minimum de choses qui doivent nous relier. Un proverbe de chez nous dit que c'est les arbres de même taille qui se partagent. Donc ici, il y a un problème de déséquilibre macroéconomique. Les différents États, je ne parle même pas des règles de convivialité, je parle même des agrégats macroéconomiques. Et je voudrais finir en disant que l'autre proverbe dit que lorsque vous êtes passé 3 fois devant le même arbre en forêt, vous êtes perdu. Parce qu'en fait, nous allons de crise en crise. 2006, point d'achèvement, on dit des pluies de milliards arrivent. 2016, sommet extraordinaire à Yaoundé, avec les mêmes acteurs. On est encore en crise. Yaoundé, 8 ans plus tard, sommet extraordinaire. Il faut complètement, et nous sommes donc à la fin de notre exposé, c'est qu'il faut donc effectivement arrêter cette longue transition. Nous devons mettre en place des règles commerciales dans notre pays, par exemple, où nous devons faire en sorte que les importations baissent drastiquement pour que la balance commerciale du pays retrouve de l'oxygène. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les importations de poissons, de... C'est pas moi... Que la politique d'import-substitution soit véritablement... Et que ce qu'on appelle la politique d'import-substitution ne soit pas un
un slogan. Et il faut qu'on voit les politiques. Arrêtez-moi d'ici la fin de l'année la friperie et imposer dans le pays la transformation du coton local. Christian, est-ce que le sommet de Yaoundé va nous conduire aux mêmes conclusions que celui de 2016? Il y a un problème d'hypocrisie au sein de la CEMAC. Ça, il faut se le dire. Je pense que Dr Boutouissi, en tant que panafricaniste, peut se le dire. Est-ce qu'on a réussi d'abord l'examen de l'intégration sous-régionale? C'est ça. Posons-nous la question. Est-ce qu'on circule aussi paisiblement dans la sous-région? Il y a ces paramètres-là qu'il faudrait mettre en jeu pour penser même que, vous avez parlé tout à l'heure, Séverin, et l'expression, elle est bien belle, le citoyen de l'Afrique centrale. Est-ce que le citoyen de l'Afrique centrale, est-ce qu'il connaît son frère? Est-ce qu'il existe? Est-ce que chacun, rentré, ne se soucie pas simplement de sa petite survie, plutôt que de la survie et du salut qui viendrait peut-être rayonner la sous-région? Rapidement, on va sortir parce que c'est la fin de l'émission. Le Cameroun est victime de la vie en communauté. C'est ce que vous semblez dire ici, parce que nous portons un peu les torts des autres, peut-être excessivement. Monsieur Alega, je vais être très rapide. Très rapide. Nous avons un problème technique. Nous gérons un appareil qui a 3 commandes en utilisant une seule commande, les politiques budgétaires. Nos politiques monétaires ne nous appartiennent pas. Appelons ça comme on veut. Disons qu'ils sont panafricanistes, mais il faut que nous maîtrisions l'outil monétaire. Et il faut également que nous maîtrisions l'outil commercial. Si on ne maîtrise pas ça, nous allons cette fois-ci vers une dévaluation forcée. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire. Et ce sera la goutte d'eau qui fera déborder. Une dévaluation forcée. Je ne suis pas un prophète de malheur. La chute des salaires. Ok, ils ne sont pas assez costauds. Et je vous dis que c'est technique. Ça n'a rien à voir avec mes sentiments. Et je vous dis, on peut faire des critères de convergence. On peut créer une communauté Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc. C'est-à-dire, on peut faire en sorte que rien que le produit intérieur brut soit l'élément qui rapproche les économies. Est-ce que toute solidarité, vous trouvez un type en train de se noyer. Vous n'avez pas les moyens d'aller le sauver. Vous plongez quand même, mais ce type va vous emporter dans sa noyade. Ce qui est important dans la CEMAC, c'est monétaire. D'accord. En réalité, on a créé ça pour les pays qui sont encore sous le giron français. Il faut redonner un sens à notre intégration. Quand on parle de la CEMAC, on voit l'intégration. Et il est clair aujourd'hui, sans flagronnerie, quand on interroge le bilan de la CEMAC, c'est un véritable échec. Ce n'est pas encourageant du tout pour nous autres qui pensons que l'intégration a tout autre sens. Mais quand le financier, celui qui vous donne de l'argent, se rend compte qu'en vous donnant cet argent, l'utilisation que vous en faites n'est pas rationnelle, qu'est-ce qu'il fait? Nous disons donc que nous-mêmes, nous avons les moyens d'être notre propre financier. Il ne nous en donne plus et il nous laisse... Nous disons donc que nous-mêmes avons les moyens d'être notre propre financier et non plus d'aller chercher l'usurier. C'est la parole d'un panafricaniste. Moi, j'ai annoncé la fin de la crise économique au Cameroun. Donc, ce qui se fait là, en réalité, ne concerne pas notre pays qui, actuellement, a tous ses clignotants au vert. Tous les clignotants du pays sont ouverts. Il faut seulement de nouvelles politiques, de nouvelles réformes pour qu'on retrouve le chemin de l'expansion. Voilà. Rapidement, Lévi. Je pense que la CEMAC doit véritablement repenser son modèle d'intégration. Absolument. Mais également, tout ce que nous avons dit ici, les politiques de commercialisation, elles doivent être revues. Comment vous pouvez imaginer qu'on ait acheté le blé ailleurs pour venir le transformer en farine au Cameroun? Il y a des problèmes. Au point où la guerre en Ukraine, il faut que les substitutions dont nous parlons soient véritablement une politique que nous nous approprions, de manière à ce que nous puissions massivement produire localement pour revendre. Pour d'abord consommer et puis essayer de revendre. J'ai toujours dit ça de manière un peu triviale pour convoquer le marché de près de 150 millions de consommateurs à côté. Les Nigérians consomment essentiellement l'igname. Le Cameroun est un pays agricole. Et rien que la culture de l'igname nous sort de toute la pauvreté. Joseph-Marie Elundu, merci pour vos contributions. Les Gentiga également, merci d'être venus. Je dis merci à Eric Lionel qui était avec nous sur le plateau. Il a partagé de bons moments avec nous. Merci à Christian pour votre participation, David Melvin Eboutou,
Je vous souhaite un joyeux Noël. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Nous disons également joyeux Noël à toutes les équipes qui participent à la production de Scène de Presse. Et s'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Bonne suite des programmes sur la CRTV.